Ceci est un livre audio autogénéré par Google. L'idée de guerre chez Rousseau. Volume 2. Paix intérieure et politique étrangère. Commentaire philosophique. Collection dirigée par Angèle Kremer-Marietti. Et Fouad Nora. Permettre au lecteur de redécouvrir des auteurs connus, appartenant à la dite histoire de la philosophie, à travers leur lecture méthodique, telle est la finalité des ouvrages de la présente collection. Cette dernière demeure ouverte dans le temps et l'espace, et intègre aussi bien les nouvelles lectures des classiques par trop connus que la présentation de nouveaux venus dans le répertoire des philosophes à reconnaître. Les ouvrages seront à la disposition d'étudiants, d'enseignants et de lecteurs de tout genre intéressés par les grands thèmes de la philosophie. Déjà paru. Hichem Gorbel, l'idée de guerre chez Rousseau. Volume 1, La guerre dans l'histoire 2010. Constantin Salvastru, Essai sur la problématologie philosophique 2010. Jean-Jacques Rousseau, Essai sur l'origine des langues 2009. Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes suivi de la reine fantasque 2009. Khadija Kassouri Benassine, La laïcité. Que peut nous en apprendre l'histoire 2008. Stamasio Tzis dire, Nietzsche et les hiérarchies 2008. Guy Delaporte, Physique d'Aristote, commentaire de Thomas d'Aquin 2008. Khadija Kassouri Benassine, Question de l'homme et théorie de la culture chez Ernst Cassirer, 2007. Angèle Kremer-Marietti, Nietzsche et la rhétorique, 2007. Walter Dussoz, Essai sur la religion d'après Auguste Comte, 2007. Monique Charles, Kierkegaard. Atmosphère d'angoisse et de passion, 2007. Monique Charles, Lettres d'amour aux philosophes de ma vie, 2006. Angèle Kremer-Marietti, Jean-Paul Sartre et le désir d'être, 2005. Mirail Maïatsky, Platon penseur du visuel, 2005. Rafika Ben Merad, La mimésis créatrice dans la poétique et la rhétorique d'Aristote, 2004. Gisèle Souchon, Nietzsche, Généalogie de l'individu, 2003. Chapitre 1, L'instauration du corps politique. Le rapport entre le second discours et le contrat social. Qu'est-ce qui rend possible la cohésion sociale ? Par quels moyens peut-on amener les hommes à vivre en ordre et dans l'ordre ? Et comment faire naître l'état civil, garant et sauvegarde d'égalité et de liberté ? Ces interrogations nous paraissent d'un intérêt capital. Car outre la question du passage de la guerre à la paix, elles se rapportent aussi au problème de l'unité de la pensée de Rousseau et en particulier, au rapport entre le discours de l'inégalité et le contrat social. Parmi les nombreux travaux qui ont pris soin de traiter ce sujet crucial, nous avons rencontré l'analyse d'Engels. C'est sur elle que nous allons nous arrêter. D'abord parce qu'elle est séduisante. Ensuite parce qu'elle est orientée spécialement vers la recherche de ce qui peut constituer la charnière entre la phase de l'anarchie totale et celle de la communauté harmonieuse chez Rousseau. Évoquant le problème classique et délicat du lien entre le discours sur l'inégalité et le contrat social, Engels pensait le résoudre en appliquant le schéma ternaire qui va de l'égalité naturelle à l'égalité conventionnelle par la médiation de l'inégalité sociale et politique. Selon lui, l'évolution humaine chez Rousseau suit le rythme à 3 temps de la logique hegélienne, thèse, antithèse et synthèse, et permet ainsi la réalisation du principe la négation de la négation, et cela, 23 ans avant la naissance de Hegel. Dans un premier moment, note-t-il, c'est-à-dire à l'état de nature et de sauvagerie, les hommes étaient égaux, et comme Rousseau tient déjà le langage pour une altération de l'état de nature, il a parfaitement raison d'appliquer l'égalité entre les animaux d'une même espèce dans toute l'étendue de cette espèce à ces hommes animaux. 2. Dans un deuxième moment, ajoute-t-il, l'inégalité s'installe entre les hommes pour atteindre progressivement son plus haut degré avec l'établissement du despotisme. C'est parce que les hommes animaux égaux avaient sur le reste des animaux l'avantage d'une propriété, la perfectibilité, qu'ils avaient évolué. Seulement, tout progrès de civilisation est en même temps un progrès de l'inégalité. Citant le passage où Rousseau rend le développement de l'agriculture et de la métallurgie responsable de l'institution de la propriété,
Engels rappelle le rôle accordé par l'auteur du second discours aux facteurs économiques, dans cette progression qui va de la seconde révolution jusqu'au règne du pouvoir arbitraire. Au terme de ce procès de dégradation, explicite-t-il, les chefs deviennent nécessairement les oppresseurs des peuples et renforcent cette oppression jusqu'au point où l'inégalité, poussée à son comble, se retransforme en son contraire, devient cause de l'égalité. Devant le despote, tous sont égaux, à savoir égaux à 0. 3. Dans un troisième moment, continue Engels, l'extrême inégalité se transforme en son contraire. Le despote, écrit-il, n'est maître que tant qu'il a la violence. D'où la conclusion de Rousseau. La seule force le maintenait, la seule force le renverse, toutes choses se passent ainsi selon l'ordre naturel. Avec la lutte ardente et sanglante des gouvernés contre les gouvernants, l'inégalité se change en égalité, non toutefois en cette vieille égalité naturelle de l'homme primitif privé de la parole, mais dans l'égalité supérieure du contrat social. Les oppresseurs subissent l'oppression. C'est la négation de la négation. 4. Précurseur de Hegel, Rousseau, par sa représentation historique de la société humaine qui se dessine selon une méthode dialectique, annonce aussi le matérialisme historique. C'est ce que conclut Engels à la fin de son commentaire. Nous n'avons donc pas seulement chez Rousseau une marche de la pensée qui ressemble à s'y méprendre à celle qui est suivie dans le Capital de Marx, mais même dans le détail toute une série de tournures dialectiques dont Marx se sert. Cette interprétation hegelienne et marxiste suppose que le second discours s'ouvre sur le contrat social et attribue à la Révolution le soin d'exprimer le prolongement des idées de Rousseau et l'unité de sa pensée dans les deux œuvres. Une telle interprétation est-elle acceptable ? Sinon, qu'est-ce qui montre qu'elle est tendancieuse ? Dans son étude sur « La dialectique à l'œuvre chez Gigi. Rousseau », Jean-Louis Chédin constate avec brio que la dialectique historique de l'auteur du second discours annonce celle de Hegel et de Marx. Mais les éléments antagonistes, qu'elle parvient à conjurer en un rapport originel, sont appelés, par les nécessités de leur développement respectif, à se scinder ultérieurement avec l'avènement de la dialectique idéaliste, Hegel, et le matérialisme dialectique, 6. Certes, affirme J.L. Chédin, c'est avec J.J. Rousseau que la dialectique moderne accomplit en fait ses premiers pas, 7, et ce n'est pas un hasard si Engels lui a rendu justice, sans distinguer cependant les deux courants qui la traversent, 8. C'est pour cette raison que son analyse est insuffisante, voire erronée, étant qu'elle réduite en fin de compte purement et simplement au même noyau de négation de la négation, les dialectiques de Rousseau, Hegel et Marx, 9. Mais qu'est-ce qui sépare Rousseau de ses successeurs ? C'est que sa dialectique est impure et dualiste, 10, parce qu'elle s'est effectuée dans le cadre contraignant du dualisme classique, 11, dualisme irréductible de la matière et de l'esprit, développé dans la profession de foi du vicaire savoyard, évoqué dans la lettre à Christophe de Beaumont et affirmé dès le second discours. C'est parce que l'homme est un être spirituel que son perfectionnement n'est pas du tout un perfectionnement mécanique. Son devenir est déterminé à la fois de l'intérieur et de l'extérieur, 12. L'extérieur agit sur l'intérieur qui à son tour en se développant modifie le milieu naturel. Détermination idéaliste et détermination matérialiste s'enchevêtrent, l'une faisant rebondir l'autre et la contrecarrant à la fois. On ne saurait faire de l'une l'infrastructure de l'autre, 13. Tout cela ne constitue pas une mince affaire aux yeux de Marx, puisqu'il prend les conditions de production et de la vie matérielle pour les déterminants essentiels de la marche évolutive de l'histoire 14. En combinant l'essence spirituelle de l'homme, qu'est la liberté ou la perfectibilité avec la matérialité des événements, à savoir ceux de la nature d'abord et ceux qui naissent ensuite de la praxis humaine après la découverte du blé et du feu, Rousseau s'oppose à Hegel.
Car si pour celui-ci, le principe ou le moteur du mouvement réside originairement dans l'esprit même 15, pour celui-là, le mouvement et l'évolution naissent du rapport d'action et de réaction entre le milieu naturel et la nature humaine, plus précisément des capacités de réaction de celle-ci au premier décalage entre besoins et ressources, et ni l'un, le milieu naturel, ni l'autre, la nature humaine perfectible, ne sont aptes isolément à déterminer le mouvement qui résulte de leur conjonction dans un certain rapport. 16. Ceci dit, les conditions du mouvement historique apparaissent d'emblée plus hétérogènes chez Rousseau qu'elles ne sauraient l'être chez Hegel, où tout se joue dans la sphère de l'esprit. 17. À la différence de Hegel. 18. Rousseau accorde donc un rôle important aux facteurs qui n'ont rien d'immatériel dans la marche de l'histoire. L'un de ses plus grands mérites est de considérer dans l'apparition de la propriété la source de l'inégalité. Sur ce point, la parenté entre le rousseauisme et le matérialisme dialectique est incontestable. Au-delà de la question qui se rapporte à la misère des pauvres, aux profits illicites des riches et à la lutte des classes, la visée de Rousseau ressemble en quelque sorte à celle de Marx dans la mesure où tous les deux cherchent la suppression de la servitude pour établir l'égalité, la liberté et la justice sociale. Mis à part les dissemblances, ces analogies nous arrogent-elles le droit de ranger Rousseau à côté de Marx relativement au problème de la Révolution ? Nombreux sont les textes dans lesquels Rousseau semble soutenir que la Révolution par le droit est légitime. La revendication de la liberté à travers la résistance des opprimés au pouvoir arbitraire et à l'autorité tyrannique du despote, paraît être, comme le montre un passage du second discours, une action conforme à la justice. L'émeute qui finit par étrangler ou détrôner un sultan est un acte aussi juridique que ceux par lesquels il disposait la veille des vies et des biens de ses sujets. 19. Rousseau reprend la même idée dans le contrat social pour valoriser l'insurrection populaire qui vise le renversement du pouvoir établi. Tant qu'un peuple est contraint d'obéir et qu'il obéit, il fait bien. Sitôt qu'il peut secouer le joug et qu'il le secoue, il fait encore mieux, car recouvrant sa liberté par le même droit qui la lui a ravie, où il est fondé à la reprendre, où l'on ne l'était point à la lui ôter. 20. La croyance de Rousseau en la Révolution s'affirme davantage dans l'Émile où il finit par déclarer, après avoir dressé sa critique contre la société d'inégalité, que nous approchons de l'état de crise et du siècle des révolutions. 21. En faveur de celle-ci, la seule indication faisant montrer l'hésitation de Rousseau est la suivante. Les nouvelles révolutions dissolvent tout à fait le gouvernement ou le rapprochent de l'institution légitime. 22. Rousseau reconnaît donc à la Révolution une efficacité de régénération des peuples, mais cela non d'une manière générale, comme le laissent déduire les textes mentionnés ci-dessus, mais d'une manière exceptionnelle. C'est ce qui ressort d'un passage du manuscrit de Genève repris par la suite dans la version définitive du contrat social. Il ne se trouve quelquefois dans la durée des états des époques violentes où les révolutions font sur les peuples ce que certaines crises font sur les individus, où l'horreur du passé tient lieu d'oubli, et où l'état embrasé par des guerres civiles renaît pour ainsi dire de sa cendre et reprend la vigueur de la jeunesse en sortant des bras de la mort. Tel fut Sparte au temps de Lycurgue, tel fut Rome après les Tarquins, et tels ont été parmi nous la Suisse et la Hollande après l'expulsion des tyrans. Mais ces événements sont rares. Ce sont des exceptions dont la raison se trouve toujours dans la constitution particulière de l'État excepté. 23. Donc, dans l'esprit de Rousseau, et cela en vérité depuis sa réponse à Stanislas 24, la norme est que la révolution ne peut pas changer l'état des choses. Car une fois asservi, le peuple se désagrège en agrégat d'individus pour s'abîmer dans l'esclavage au point de l'aimer. Les esclaves perdent tout dans leur fer jusqu'au désir d'en sortir. Ils aiment leur servitude comme les compagnons d'Ulysse aimaient leur abrutissement. 25. Il leur faut un maître et non pas un libérateur. 26. Le despotisme est donc sans issue. Il ne débouche sur rien sinon sur la suppression mutuelle et sans répit des hommes. Sous le rapport de l'inégalité, ils deviennent tous méchants et les forts qui commandent et les faibles qui y sont soumis. 27. La domination d'autrui est une source de corruption. Elle ruine la société entière et pervertit totalement les membres qui la composent, en haut comme en bas comme en haut. 28. En haut, parce que les détenteurs du pouvoir qui gouvernent avec une autorité arbitraire et absolue sont sujets à leurs caprices. En bas, parce que ceux qui obéissent aux tyrans et pour qui la domination devient plus chère que l'indépendance. 29, sont fiers de leur esclavage,
et parlente avec dédain de ceux qui n'ont pas l'honneur de le partager. 30. La servitude n'a donc aucun pouvoir de régénération, et l'égalité dans l'esclavage ne renferme en aucune manière la semence de la révolution et ne constitue pas, par conséquent, le point de départ de l'instauration d'une république légitime. Compte tenu de ce qui précède, il est à déduire que le commentaire d'Engels est entaché d'erreur. Son interprétation erronée, nous indique Hans Barth, provient du fait qu'il ignore le fatalisme résigné de Jean-Jacques et sa conviction que le despote comme l'esclave sont également dépravés et absolument incapables de supporter la liberté qu'ils ont perdue tous les deux. 31. Engels s'est trompé non seulement par sa méconnaissance de tout ce que dit Rousseau sur l'immobilité du mal avec le règne de la servitude, mais aussi par sa tendance à chercher à tout prix des précédents à la dialectique du matérialisme historique. Cette tendance l'a rendu inattentif au contenu du chapitre 6 du livre 1 du contrat social, où Rousseau indique expressément que le pacte fondamental remonte à la dernière phase de l'état de nature 32, et que l'édification projetée de la société libre et égalitaire ne peut être que l'effet de la première convention, c'est-à-dire d'un acte juridique et pas du tout d'un acte de sédition. Comme le précise Guibès, Rousseau pose le problème de la création des conditions d'une existence humaine juste. Problème analogue au fond à celui que Marx s'est posé. Mais ce problème, Marx le résout en théorie par le matérialisme historique, en pratique par la lutte des classes et la révolution socialiste. Alors que Rousseau n'a d'autres ressources que celle d'une réflexion juridico-philosophique sur le pacte social. 33. Il y a une autre raison, pas moins fondamentale, qui montre que la révolution ne peut pas établir l'état d'égalité chez l'auteur du contrat social, c'est que, comme la plupart des philosophes de son temps, Jean-Jacques considéra la Révolution comme un événement toujours négatif au point de vue politique. Mais à la différence des autres philosophes, il ne distingua pas la Révolution de la guerre civile et les rejeta ainsi toutes les deux. 34. Mais si Rousseau refuse l'idée de régénérer la vie sociale par la Révolution, doit-on conclure avec quelques éminents interprètes que rien ne lie la partie critique à la partie positive de l'œuvre de Jean-Jacques ? 35. Autrement dit, est-il vrai que le discours est inconciliable avec le contrat social et qu'il n'existe aucune filiation logique assurant le passage du premier au second écrit ? Certainement pas, le soutient Kant. Car la pensée théorique de Rousseau est un tout cohérent, et ceux qui l'accusent de se contredire ne la comprennent pas. En s'appliquant à montrer qu'on a si souvent mal interprété les affirmations du célèbre Gigi. Rousseau, qui ne s'opposent entre elles qu'en apparence, puisqu'au fond elles sont en accord avec la raison. Kant nous dit que dans ses discours sur les sciences et les arts et sur l'inégalité, Rousseau a justement montré le conflit de la civilisation avec la nature, du genre humain en tant qu'espèce physique. Mais dans son Émile et dans son contrat social, il a en revanche essayé de résoudre le difficile problème que voici. Comment la civilisation doit progresser pour développer les dispositions de l'humanité en tant qu'espèce morale, conformément à leur destination, de façon que l'une ne s'oppose plus à l'autre conçue comme espèce naturelle ? 36. Aux yeux de Kant, la solution de Rousseau consiste dans la dénaturation salutaire des hommes corrompus issus de l'instauration d'une communauté de droit qui favorise l'éducation de la vertu à travers le bon usage des lois. C'est donc la dénaturation positive, par l'éducation morale, qui permet la réconciliation de la culture avec la nature et permet aux hommes de se réaliser pleinement dans le progrès. Pour le dire en d'autres mots, la réconciliation des termes opposés s'effectue au moment où l'art, atteignant sa perfection, devienne de nouveau nature. 37. Cette interprétation kantienne s'accorde tout à fait avec le contenu des textes rousseauistes puisque l'auteur du contrat social n'a jamais cessé de présenter l'état civil comme un état d'ordre moral. 38. Tout en attribuant aux institutions le soin de former les hommes pour les rendre vertueux. 39. Quant à l'art perfectionné dont parle Kant, il consiste, comme Rousseau a eu déjà l'occasion de le dire dans le discours sur l'inégalité, dans l'édification d'un ordre juridique qui est fondé sur les règles du droit naturel, règles que la raison est forcée de rétablir sur d'autres fondements, quand par ses développements successifs, elle est venue à bout d'étouffer la nature. 40. Le contrat social ne rompt donc pas avec les principes du second discours, puisque le droit naturel spontanément vécu dans l'état de nature subsiste dans l'état civil et cela sous forme de droit naturel raisonné. Outre l'éducation morale et les fondements du droit politique,
qui servent à montrer la cohérence du système de Rousseau à travers les deux ouvrages que l'on a souvent voulu opposer l'un à l'autre. Le refus des fausses notions du lien social que renferme le contrat social et qui sont déjà contenues dans le second discours atteste davantage l'unité de ces deux écrits. Il est vrai qu'en ce qui concerne le pacte social, Rousseau se borne dans son discours à reproduire l'opinion commune et à présenter ce pacte comme un contrat entre le peuple et les chefs qu'il se choisit, 41. Mais ayant conscience du caractère provisoire de son attitude 42, Rousseau ébauche une polémique pour affronter les fauteurs du despotisme qui sera reprise avec plus de clarté, de vigueur et de précision dans le contrat social. Sur un grand nombre de points essentiels, note Starobinski, Rousseau s'exprime déjà en 1755, comme il le fera en 1762 dans le contrat social. Sa pensée est fixée en particulier, en tout ce qui touche à la critique des théories inacceptables. Les refus de Rousseau sont les mêmes dans le discours de l'inégalité et dans le contrat. L'origine, entendez ici, le principe légitime des sociétés n'est ni dans les conquêtes du plus puissant, ni dans l'union des faibles, ni davantage dans l'autorité paternelle. Rousseau rejette le droit d'esclavage et nie la validité d'un contrat qui n'obligerait qu'une des parties. C'est l'auteur des institutions politiques qui prend déjà la parole, et non plus l'historien attentif à retracer la généalogie du mal, 43. Ainsi, le contrat social prolonge et complète les investigations du second discours en les approfondissant. Aussi, loin de détruire l'espoir d'une société juste, le discours nous apprend à en respecter les fondements et à bénir celui dont la main bienfaisante, corrigeant nos institutions et leur donnant une assiette inébranlable, a prévenu les désordres qui devraient en résulter, et fait naître notre bonheur des moyens qui semblaient devoir combler notre misère. 44. C'est parce que les législateurs sont demeurés impuissants, à réparer les vices de la Constitution 45, que Rousseau a commencé dès le second discours, nettoyer l'air et à écarter tous les vieux matériaux 46 pour qu'il puisse ultérieurement réfléchir sur la nature du pacte fondamental, 47, et asseoir l'institution politique sur sa base inébranlable, 48. C'est dans ce sens que nous pouvons dire que le second discours sert de prélude au contrat social et constitue une préface aux institutions politiques. Rousseau lui-même n'a-t-il pas dit que tout ce qu'il y a de hardi dans le contrat social était auparavant dans le discours sur l'inégalité, 49 ? Du second discours au principe du droit politique, il n'y a pas de contradiction, comme on l'a cru, il y a seulement un changement de perspective. On passe du problème du diagnostic du mal à la mise en œuvre d'une thérapeutique pour y porter remède. Le point charnière entre les deux ouvrages n'est pas la révolution populaire ou le second état de guerre, comme l'a soutenu Engels, mais plutôt la révolution juridique qui part d'une réflexion sur l'inimitié générale entre les hommes dans l'intention de la faire disparaître en donnant des solutions aux maux qu'elle cause. Ceci dit, après avoir montré dans le second discours l'homme tel qu'il est devenu, Rousseau retourne dans le contrat social à la position initiale de Hobbes de la guerre de tous contre tous pour montrer l'homme tel qu'il aurait pu être. 2. La théorie du contrat social. Afin de trouver les principes du droit politique, tel est le sous-titre du contrat social emprunté à Burlamaqui, Rousseau se place, à l'instant où dans la société naissante décrite par le second discours, se glisse si insidieusement la concurrence et la guerre. Je suppose les hommes parvenus à ce point où les obstacles qui nuisent à leur conservation dans l'état de nature l'emportent par leur résistance sur les forces que chaque individu peut employer pour se maintenir dans cet état. Alors cet état primitif ne peut plus subsister, et le genre humain périrait s'il ne changeait sa manière d'être. 5 ans. Pour remédier aux maux engendrés par cette insupportable situation, il est nécessaire que l'art vienne au secours des hommes. Cet art consiste dans la création d'un nouvel ordre social fondé sur des conventions. 51. D'où le rejet des deux formes du naturalisme, l'une qui fait reposer le pouvoir politique sur l'autorité paternelle, l'autre qui le ramène au droit du plus fort. En effet, contre plusieurs auteurs qui se sont efforcés de rendre légitime le gouvernement absolu en faisant dériver le pouvoir royal ou monarchique du pouvoir paternel. 52. Rousseau affirme que la famille ne peut pas constituer un modèle de la société politique et cela pour les raisons suivantes. Premièrement parce que la famille est une institution naturelle. 53, tandis que l'autorité politique purement arbitraire quant à son institution ne peut être fondée que sur des conventions. 54.
Deuxièmement, parce que le gouvernement civil est durable alors que le gouvernement domestique est temporaire. Le caractère provisoire du commandement du chef de la famille vient du fait que les enfants se soumettent à leur père tant qu'ils sont faibles. Mais une fois parvenus à l'âge où ils peuvent se suffire à eux-mêmes, ils se détachent de lui. Ce qui signifie que l'autorité paternelle n'a plus de raison d'être. Encore les enfants ne restent-ils liés au père qu'aussi longtemps qu'ils ont besoin de lui pour se conserver. Sitôt que ce besoin cesse, le lien naturel se dissout. Les enfants exempts de l'obéissance qu'ils devaient au père, le père exempt des soins qu'il devait aux enfants, rentrent tous également dans l'indépendance. 55. Troisièmement, c'est parce qu'au lieu de dire que la société civile dérive du pouvoir paternel, il fallait dire au contraire que c'est d'elle que ce pouvoir tire sa principale force. 56. Certes, l'autorité paternelle est fondée sur la nature durant toute la période où les enfants ont besoin de la protection de leur père pour se conserver. Seulement, quand ces enfants deviennent hommes, cette autorité ne peut subsister qu'avec leur consentement. S'ils continuent de rester unis, ce n'est plus naturellement, c'est volontairement, et la famille elle-même ne se maintient que par convention. 57. Quant à la deuxième forme du naturalisme qui assimile le droit à la force et proclame le droit du plus fort, Rousseau la rejette aussi bien dans le chapitre 3 du premier livre du Contrat social que dans le chapitre 5 du premier livre du manuscrit de Genève. Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître s'il ne transforme sa force en droit, et l'obéissance en devoir. 58. Cette négation du droit du plus fort s'explique par le fait que la force ne peut jamais établir, sur une base absolument solide et durable, l'autorité politique. D'abord parce qu'elle est instable, ensuite parce qu'elle n'est qu'une simple puissance physique à laquelle les hommes se soumettent non volontairement et par devoir, mais par nécessité, ou par imprudence. La force ne fait donc pas droit. Partant de cette assertion, Rousseau cherche à rendre caduques toutes les théories qui font asseoir la souveraineté politique sur la puissance des forts contre les faibles. En premier lieu, il critique la conception selon laquelle la formation des sociétés civiles trouve sa source dans une sorte d'accord que les riches propriétaires d'immenses terres 59 ont réussi à imposer aux pauvres et que ceux-ci ont finalement accepté pour pouvoir continuer à vivre 60. En deuxième lieu, il lance une diatribe contre l'enseignement selon lequel l'état civil résulte d'un traité d'union 61, que les peuples vaincus sont obligés de conclure avec les peuples vainqueurs. En troisième lieu, il réfute le point de vue selon lequel l'autorité souveraine s'acquiert non par une convention expresse, mais par la force ou par une violente usurpation 62, que le consentement tacite 63 des particuliers la rend légitime. C'est parce que toutes ces théories cherchent à rendre légal le pouvoir absolu, que Rousseau les dénonce. Il récuse la première conception parce que le contrat comme elle le conçoit représente un acte tyrannique qui renferme une double usurpation, à savoir sur la propriété de la terre et sur la liberté des habitants. De ce fait, l'origine qu'elle attribue à la vie civile est contre le droit de nature et ne peut servir de fondement au droit social. 64. Quant au prétendu droit de conquête, qui n'a d'autre fondement que le droit de plus fort 65, Rousseau le rejette aussi non seulement parce que les traités imposés aux vaincus sont illégitimes, mais aussi parce qu'ils sont insensés. Peut-on rien concevoir de plus absurde que de dire « Nous sommes unis en un seul corps attendu que la guerre subsiste entre nous » 66. Le pacte d'esclavage n'établit donc pas la cohésion sociale. Loin de détruire l'état de guerre, il en suppose la continuité. 67. Se servant du même argument à savoir que l'attroupement forcé ne donne pas naissance aux véritables sociétés politiques, Rousseau affirme qu'un usurpateur ne peut pas changer en magistrat suprême un troupeau d'esclaves en corps de nation. 68. De plus, le consentement tacite des particuliers n'exprime au fond que leur désapprobation inexprimée à l'égard de leur chef, désapprobation silencieuse et sans effet qui se transforme en une protestation réelle et déclarée avec les nouvelles générations. 69. Ayant écarté toute hypothèse du fondement naturel du corps social et rejeté par conséquent le recours classique aux faux contrats issus de la force, il nous reste à savoir si Rousseau soutient qu'il suffit qu'une convention soit faite librement entre les hommes et qu'un accord soit établi volontairement entre eux pour que l'état civil puisse voir le jour. Cette question nous renvoie immédiatement à l'examen rousseauiste des théories avancées par les jurisconsultes, théorie qui consiste à dire que dans le pacte original, les hommes ont exercé leur liberté pour choisir leur servitude.
Le contrat social mentionne à cet égard Grotius qui a tenté de légitimer le despotisme en l'assimilant à un esclavage consenti. Si un particulier, affirme-t-il, peut aliéner sa liberté et se rendre esclave d'un maître, pourquoi tout un peuple ne pourrait-il pas aliéner la sienne et se rendre sujet d'un roi ? 70. Selon Grotius, l'esclavage ne se fonde pas, comme chez Aristote, sur l'infériorité naturelle de l'esclave, mais sur la supposition que celui-ci s'est donné à son maître en échange de sa subsistance. La servitude parfaite, dit-il, consiste à être obligé de servir toute sa vie un maître, pour la nourriture et les autres choses nécessaires à la vie qu'il doit fournir à l'esclave. Et cette sujétion ainsi entendue, et renfermée dans les bornes de la nature, n'a rien de trop dur en elle-même, car l'obligation perpétuelle où est l'esclave de servir son maître est compensée par l'avantage qu'il a d'être assuré d'avoir toujours de quoi vivre, au lieu que les gens de journée ne savent la plupart du temps comment subsister. 71. Pufendorf admet cette thèse. Mais contrairement à Grotius, qui est resté fidèle en quelque sorte à la tradition du droit romain 72, il affirme que la servitude ne peut pas avoir comme source le droit de la guerre, même s'il est vrai qu'au fil de l'histoire, les guerres ont fourni l'occasion à la fois d'augmenter le nombre d'esclaves et d'aggraver leurs conditions. 73. Pour moi, dit-il, voici de quelle manière je conçois que la servitude a été originairement établie lorsque le genre humain et s'apostrophe étant multiplié, on eut commencé à se lasser de la simplicité des premiers siècles, et à chercher tous les jours quelques nouveaux moyens d'augmenter les commodités de la vie et d'amasser des richesses superflues. Il y a beaucoup d'apparences que les gens un peu riches et qui avaient de l'esprit engagèrent ceux qui étaient grossiers et peu accommodés à travailler pour eux moyennant un certain salaire. Cela ayant ensuite paru commode aux uns et aux autres, plusieurs se résolurent insensiblement à entrer sur ce pied-là pour toujours dans la famille de quelqu'un, à condition qu'il leur fournirait la nourriture et toutes les autres choses nécessaires à la vie. Ainsi, la servitude a été établie par un libre consentement des parties et par un contrat de fer, afin que l'on nous donne. 74. Ce texte montre qu'il est extrêmement plausible, aux yeux de Pufendorf, que la servitude, dans les lointains de l'histoire, était due à des raisons purement vitales et économiques. Il s'agissait pour certains hommes d'aliéner leur droit de liberté pour pouvoir conserver leur vie et avoir pour cela une subsistance assurée, comme l'explicite savamment Dératé. Pour gagner leur vie, des citoyens pauvres se sont trouvés dans la nécessité de se mettre au service des riches, et le contrat de louage, en devenant perpétuel, s'est transformé peu à peu en un contrat d'esclavage. 75. Rousseau exprime son attitude vis-à-vis de Grotius et de Pufendorf, partisans du pacte de soumission volontaire, aussi bien dans le second discours que dans le contrat social. Dans le premier écrit, il s'en prend à l'auteur du droit de la nature et des gens qui s'est servi entre autres, de l'argument suivant pour justifier le pouvoir absolu du maître sur ses esclaves. Si par convention les hommes abandonnent leurs biens, pourquoi ne consentent-ils pas à abandonner leur liberté ? Rousseau, qui semble bien connaître Pufendorf, cite son opinion pour la critiquer. En effet, affirme-t-il, le bien que j'aliène me devient une chose tout à fait étrangère et dont l'abus m'est indifférent, mais il m'importe qu'on n'abuse point de ma liberté, et je ne puis, sans me rendre coupable du mal qu'on me forcera de faire, m'exposer à devenir l'instrument du crime. Tout homme peut à son gré disposer de ce qu'il possède, mais il n'en est pas de même des dons essentiels de la nature, tels que la vie et la liberté, dont il est permis à chacun de jouir, et dont il est au moins douteux qu'on ait droit de se dépouiller. 76. Considérant que la liberté est l'exigence fondamentale de la vie des hommes, et l'élément constitutif de leur être, Rousseau, après avoir mentionné Grotius, finit aussi par le refuser dans le contrat social. Car la théorie de ce jurisconsulte ne peut déboucher que sur la destruction totale de la nature humaine. Renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme, aux droits de l'humanité, même à ses devoirs. 77. L'aliénation de la liberté est donc inadmissible aux yeux de Rousseau, et cela aussi pour les raisons suivantes. 1. Parce que la question de subsistance trop poignante et trop vitale ne justifie pas l'esclavage. Car au lieu de dire que c'est le roi qui assure à ses sujets l'ensemble des vivres et des objets nécessaires pour qu'ils puissent subsister, il faut dire à l'inverse, que ce sont les sujets qui permettent à leur roi de pourvoir à ses besoins aussi bien naturels que non naturels et non nécessaires. 78. 2. Parce que la recherche de la tranquillité ne constitue point d'argument pour légitimer l'entier sacrifice de la liberté.
admettant avec quelques penseurs que les hommes acceptent de se soumettre à un despote parce qu'ils voient en lui le garant de la paix civile, cette paix, réplique Rousseau, est loin d'être durable. Car les guerres qu'engendrent la vanité et l'ambition du monarque finissent par la troubler. De plus, que valent les rapports calmes entre les citoyens si ceux-ci sont condamnés à vivre misérablement et tranquillement comme dans les cachots, 79. 3. Parce qu'on peut aliéner notre liberté mais aucunement celle de nos enfants puisque leur liberté leur appartient, et nul n'a droit d'en disposer qu'eux, 80. 4. Parce que le contrat supposé par lequel les hommes abdiquent leur liberté est inique et insensé car l'une des parties contractantes s'engage à tout abandonner en faveur de l'autre, tandis que l'autre ne s'engage à rien envers elle. Autrement dit, la convention d'assujettissement attribue au despote une autorité absolue tout en prescrivant au peuple le devoir de l'obéissance aveugle. Le profit que tire le chef politique des particuliers est gratuit, puisque ceux-ci se jettent dans l'esclavage sans bénéficier en échange d'aucun avantage. Un tel traité d'union suppose que le peuple soit fou. Mais la folie, affirme Rousseau, ne fait pas droit. 81. L'esclavage et le despotisme ne sont donc pas rationnellement justifiés, et ne peuvent par conséquent servir de base à la formation de la société civile. Car la société civile est un corps organisé où chaque partie est indéfectiblement liée aux autres, tandis qu'une foule asservie à un chef n'est qu'un agrégat d'individus qui n'ont d'autre lien que leur commune servitude. Il y aura toujours une grande différence entre soumettre une multitude et régir une société. Que des hommes épars soient successivement asservis à un seul, en quelque nombre qu'ils puissent être, je ne vois là qu'un maître et des esclaves, je n'y vois point un peuple et son chef, c'est si l'on veut une agrégation mais non pas une association. 82. Il résulte de ce qui précède que toutes les théories mentionnées ci-dessus ne représentent que de fausses notions du lien social. Ce qui signifie que les recherches sont encore à faire sur la nature du pacte fondamental. Certes, la notion de contrat social remonte à l'Antiquité et a commencé à être considérée comme la clé de voûte de la pensée politique, essentiellement à partir du XVIIe siècle 83, seulement, si importante que soit cette notion, elle s'entoure d'équivoques que Rousseau ne manque pas de percevoir. Pour cela, il entreprend de la clarifier. Mais derrière le souci de clarification conceptuelle, il y a un motif qui a poussé Rousseau à écrire son ouvrage sur les principes du droit politique, c'est qu'il aspirait ardemment à la protection de l'homme afin qu'il regagne ce que le prétendu progrès lui avait fait perdre. Le chapitre 6 du livre 1 exprime en termes juridiques simples cette vive aspiration. Trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. 84. Rousseau attribue à cette forme d'association projetée qui peut aussi exister sous le nom du corps politique, les caractéristiques suivantes. A. Elle est artificielle. C'est dans la première version du contrat social qu'on trouve, comme l'a bien vu Desraté, un artificialisme, beaucoup plus accentué que dans la version définitive 85. L'ordre social est un droit sacré qui sert de base à tous les autres. Cependant ce droit n'a point sa source dans la nature, il est fondé sur une convention 86. Le texte qui définit le corps politique comme un corps artificiel n'est-il pas en contradiction avec les passages du discours sur l'économie politique et du contrat social, dans lesquels Rousseau se sert de comparaison pour établir des ressemblances entre l'organisme vivant et l'organisme social? 87, certainement pas, comme l'a montré Desraté. Car de même que la conception organiciste et la théorie mécaniste du corps politique ne constituent pas, comme on l'a cru, deux phases successives de la pensée de Rousseau puisqu'ils coexistent dans son esprit. 88, de même que l'idée de la société conçue comme un organisme vivant ne s'oppose pas à celle de la société artificielle puisque Rousseau a conscience de se servir d'une comparaison commode, et à laquelle il se garde bien d'attribuer la valeur d'une théorie philosophique. 89. Par sa conception artificielle de la communauté nationale, Rousseau oriente sa critique contre les prétentions du droit divin et toutes les variétés de providentialisme qui donnent au rapport social une origine surnaturelle. Le corps politique est un être de raison. 90. Ce qui signifie qu'outre qu'il ne vient pas de la nature, il ne trouve pas son fondement dans la volonté de Dieu. 91. Création purement humaine,
L'état civil ne peut être la négation des impulsions les plus profondes de l'homme et des lois qui dérivent de sa constitution naturelle. Ceci dit, le conventionnalisme n'est pas un antinaturalisme. Car les droits individuels ou le droit naturel ne sont pas anéantis par le contrat social, puisqu'on les trouve au sein de l'État, mais transformés ou rétablis par la raison. 92. En effet, nous avons vu qu'à côté du droit naturel raisonné qui apparaît avec la constitution des sociétés civiles, Rousseau admet aussi un droit naturel proprement dit qui convient à l'état de nature. Ce dernier type de droit naturel est antérieur à l'usage de la raison, et il est au fond constitué par le sentiment de la pitié relié à la recherche de la survie. Sa maxime fondamentale, nous l'avons déjà indiqué, prescrit « Fais ton bien avec le moindre mal d'autrui qu'il est possible ». Cette maxime de la justice naturelle est cependant rendue impuissante par le déchaînement de l'amour-propre et des passions qui accompagnent la formation de la société. D'où la nécessité de transformer le droit naturel en loi civile, pour empêcher l'injustice de régner en souveraine parmi les hommes. Mais pour que cette transformation soit possible, il faut adjoindre au droit naturel et la force de la sanction et les garanties de la réciprocité. La fonction du pacte fondamental, qui a son fondement dans les maximes antérieures au développement de la raison, est celle d'instituer l'autorité légitime qui peut obliger les hommes, puisqu'ils ne le font pas d'eux-mêmes, 93 à pratiquer les maximes du droit naturel sous la garantie de la réciprocité des devoirs et des droits. Tous les efforts de Rousseau, écrit Desraté, tendent à montrer que le droit naturel existe dans l'état de nature et qu'il subsiste dans la société civile. Mais tandis que ses prédécesseurs se font du droit naturel une notion unique et admettent que le droit de la nature et celui de la raison ne font qu'un, Rousseau est amené à faire une distinction entre le droit naturel primitif, antérieur à la raison, et le droit naturel rétabli par la raison. En passant de l'état de nature à l'état civil, le droit naturel subit la même métamorphose que l'homme auquel il s'applique. Dans l'état de nature, il n'était qu'instinct et bonté, dans l'état civil il devient justice et raison. 94. Ainsi, le droit naturel raisonné et construit prolonge le droit naturel senti et vécu spontanément. Quoique de sources différentes, ces deux types de droits convergent dans le sens que le premier vise aussi la conservation de soi. 95, la bonté. 96 et tout ce qui est propre à la nature de l'homme, à savoir l'égalité, la liberté et le respect de la parole. 97. Partant de ces données, on peut dire que selon Rousseau, la communauté politique a instauré a pour tâche de conserver ce que le progrès nie, l'artificialisme, projette donc d'établir un ordre social qui, en tenant compte de la nature humaine, permet à chaque citoyen de vivre en accord avec soi-même et avec les autres. B. Elle est unique en son genre. Il y a 1000 manières de rassembler les hommes, il n'y en a qu'une de les unir. 98. L'unicité de la société du contrat vient du caractère exceptionnel du pacte qui la fonde. Celui-ci est d'une nature particulière et propre à lui seul. 99. C'est pourquoi, il convient de le distinguer soigneusement du pacte de gouvernement puisque l'institution du gouvernement n'est point un contrat sans, et qu'il n'y a qu'un contrat dans l'État, à savoir celui de l'association, et celui-là seul en exclut tout autre. 101. D'où le rejet de la théorie du double contrat, rejet qui exprime en même temps l'évolution de la pensée de Rousseau et sa critique adressée à la conception pufendorfienne de la naissance de la société civile. En effet, si dans le second discours, Rousseau s'était rallié provisoirement à l'opinion commune, opinion qui n'est pas celle de Hobbes mais de nombreux jurisconsultes et qui se trouve formulée dans l'article « Autorité politique » rédigé par Diderot pour l'Encyclopédie 102, en considérant le pacte fondamental de tout gouvernement comme un vrai contrat entre le peuple et les chefs qu'il se choisit. 103. Il finit par se prononcer formellement contre ce genre de pacte de soumission dans le contrat social. On conviendra, affirme-t-il, que voilà une étrange manière de contracter. 104. C'est parce que le peuple ne contracte qu'avec lui-même, que Rousseau refuse d'admettre la solution dualiste de Pufendorf, pour qui la formation de la société politique procède de deux conventions successives entre lesquelles il intercale un décret 105. Cette conception est insoutenable, du point de vue rousseauiste pour ces 4 raisons. 1. Le pacte d'association n'est pas le préliminaire ou le prélude de l'unité des citoyens puisque c'est lui seul qui donne vraiment naissance à l'état civil. Un peuple est un peuple avant de se donner à un roi. Ce don même est un acte civil,
Il suppose une délibération publique. C'est donc l'acte d'association et non l'acte par lequel le gouvernement est institué, qui est le vrai fondement de la société. 106. 2. Le contrat du peuple avec telle ou telle personne est un acte particulier. N'étant ni une loi, ni un acte de souveraineté, ce contrat est par conséquent illégitime. 107. 3. Si les citoyens promettent d'obéir au roi et le roi s'engage à son tour à prendre soin de l'État, comme le dit Pufendorf, leur accord est sans caution et sans assurance. Car les gouvernants auront toujours tendance à sacrifier l'intérêt commun à leur intérêt privé, sans parler des passions qui pratiquement leur font perdre tout sens du bien public. Avec cela, le contrat social serait un vain formulaire et les parties contractantes seraient entre elles sous la seule loi de la nature et sans aucun garant de leurs engagements réciproques, ce qui répugne à l'état civil. 108. 4. Si le peuple s'engage simplement à obéir, c'est qu'il se donne un maître et de ce fait, il se détruit en tant que corps politique souverain. 109. En recourant à cette dernière argumentation, Rousseau rejette du même coup l'absolutisme hobbesien. Certes, l'auteur des institutions politiques s'accorde avec Hobbes en affirmant la nécessité de remonter à une première convention, qui n'est pas un contrat avec le prince, mais un acte d'association entre les citoyens, sans lequel il ne saurait y avoir de société politique. Seulement, ce pacte fondamental n'a pas chez les deux philosophes la même signification. Le contrat social que Rousseau appelle aussi la confédération primitive 110, n'engage pas comme le covenant de Hobbes, les individus les uns envers les autres 111, mais engage réciproquement. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.